Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet dont je voulais qu'on parle depuis super longtemps, peut-être même depuis le début de la création de cette chaîne, l'affaire Tristan Brubach, un meurtre brutal, horrible, qui a absolument terrorisé l'Allemagne dans les années 90, un meurtre qui est encore aujourd'hui irrésolu. C'était l'histoire d'un adolescent qui s'est fait assassiner de la plus brutale des façons en plein jour, et encore aujourd'hui on s'intéresse et on s'interroge sur la façon dont le tueur a pu s'en sortir comme ça après une telle sauvagerie. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, on va plonger vraiment dans une autre anecdote, on va dire, de la folie humaine. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what's called fantasy. Missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Tristan naît en 1984 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. C'est l'unique fils d'Iris et de Bernd, mais Iris les a quittés à cause d'un cancer. Certains pensent d'ailleurs qu'elle s'est suicidée à cause de la maladie. Les sources ne sont pas tout à fait exactes. Et depuis la mort de sa mère, c'est uniquement son père qui s'occupe du coup de lui. Tristan, c'est un enfant un peu timide qui adore les animaux, et son père raconte que malgré sa timidité, il va aller voir les inconnus par exemple dans les parcs ou dans la rue pour demander s'il peut caresser leurs chiens, leurs animaux de compagnie, etc. Il avait d'ailleurs un petit lapin de compagnie, et puis comme tous les autres adolescents de son âge, il kiffait les jeux vidéo. Jusque-là, vraiment rien d'anormal. Peut-être parce qu'il a dû s'occuper de lui-même assez jeune du fait que son père travaillait beaucoup plus pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il a été du coup très tôt indépendant. Mais c'était également un enfant assez impressionné et assez impressionnable. Et en fait, très jeune, il a commencé à fumer pour s'intégrer un petit peu au groupe d'enfants un peu plus âgés de son quartier. Et il a aussi commencé à prendre des petits boulots, comme par exemple un petit taf à la gare de Francfort pour se faire un petit peu d'argent de poche. Nous sommes le 26 mars 1998, Tristan a maintenant 14 ans. C'est le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques, il est 8h, Tristan se réveille et il appelle son père qui est parti lui au travail depuis 4h30 du matin pour lui dire qu'il a un peu mal au dos, qu'il s'était blessé au dos et il voulait savoir s'il pouvait rater une journée d'école pour pouvoir aller justement chez le médecin. Son père, qui pressent un petit peu quand même que son fils fait juste ça, juste pour sécher les cours, lui dit « Tu vas à l'école, si ça va pas mieux ce soir, on va s'en occuper, on va regarder tout ça ». Quand Tristan arrive à l'école, il prévient un de ses professeurs en demandant s'il peut partir un petit peu plus tôt parce qu'il a quand même super mal au dos, qu'il veut du coup quand même aller chez le médecin. Son prof lui dit ok, pas de problème, tu peux sortir un petit peu plus tôt. Il sort du coup à 13h15, monte dans un bus, s'assoit à l'arrière du bus et descend à la gare de Francfort. Il a été repéré par une caméra de surveillance dans un magasin près de la gare à 13h46. À côté de lui, il y avait un homme qui semblait plus âgé, mais les images de la vidéo de surveillance sont un peu trop floues pour savoir si oui ou non ils discutaient ensemble ou pas. Entre 14h15 et 14h45, il a été vu sur le chemin du retour par deux de ses camarades de classe qui ont dit qu'il semblait être seul, mais une de ses camarades a dit qu'il avait un peu l'air d'attendre quelqu'un, mais si ça se peut, c'est vraiment que pure spéculation. On sait très bien que les témoignages, quand une fois qu'on sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à la victime, comme c'est le cas ici, vous allez très vite le découvrir, généralement ça peut un peu fausser tous nos souvenirs et tout ce qu'on a vu. Donc là on essaye vraiment de retracer malheureusement la fin de la vie de Tristan. Il va dans un parc en face de la gare, s'assied sur un banc, commence à fumer, et la dernière personne à l'avoir vu en vie, c'est une femme qui me promenait son chien vers 15h20, puisque Tristan l'a arrêté pour savoir s'il pouvait caresser son chien. Ils ont un petit peu parlé, voilà, la femme est repartie, et juste avant vraiment de quitter l'endroit, elle s'est retournée une dernière fois, et elle a vu deux hommes s'asseoir de part et d'autre de Tristan sur le banc. 10 à 25 minutes plus tard, il sera assassiné sauvagement dans le tunnel de Liederbach à seulement 500 mètres de là.
Alors, il est mort dans l'entrée sud du tunnel. Il a d'abord été frappé de façon très violente, presque frappé à mort, avant de perdre connaissance, avant que l'auteur de ce crime le traîne dans le tunnel au-dessus d'une petite passerelle qui surplombait en fait une rivière. Il a été étranglé, puis il a été égorgé d'oreille en oreille, et le coup était si violent, si brutal, la force qui a été mise a été si importante que cela l'a presque décapité carrément. Il a reçu également plusieurs coups de poignard un peu partout sur le corps, vraiment le sang qui se mélange à l'eau qui était juste en dessous, et assez particulier, c'est-à-dire que l'auteur a prélevé ses testicules ainsi qu'un bout de peau de ses fesses et un bout de peau de sa cuisse. Le tueur a ensuite disposé le corps de Tristan pour faire croire qu'il dormait. Il est même jusqu'à partir chercher une chaussure qui s'était défaite pendant leur lutte pour la poser juste à côté, et il a également posé l'arme du crime sur un bloc de béton juste à côté du cadavre. Vu que le sac à dos de la victime était introuvable sur les lieux du crime, on a supposé que le tueur s'en est servi pour mettre ce qu'il avait prélevé sur le corps, donc c'est-à-dire les testicules et les morceaux de peau. Et dans tous les cas, on peut s'accorder à dire que c'était très audacieux de la part du tueur, déjà premièrement de faire ça en plein jour, bien entendu, même si il y a une sorte, pas d'anonymat, mais c'est quand même caché par le tunnel, donc de faire ça en plein jour, de mettre autant de temps vraiment d'aller disposer le corps correctement comme on veut, d'aller chercher la chaussure, etc. Et puis tout simplement d'être aussi sanguinolent, d'être aussi sanguinaire, mais de repartir comme si de rien n'était. Le corps de Tristan va être découvert par des écoliers qui rentraient justement de l'école. La police va être informée à 17h08 et dès le départ, à peine arrivée sur les lieux, la police va être formelle. C'est l'un des pires crimes de Francfort. C'était horrible au point où ils ont dû même vérifier l'identité du cadavre avec les étiquettes qu'il y avait sur ses vêtements, puisque le corps était presque pas reconnaissable avec tous les coups de poignard qu'il y avait eu sur le visage, sur le corps, qui faisait que c'était quand même très très compliqué à voir comme scène de crime. Le meurtre aurait été commis en seulement 15 minutes, donc il faut quand même une sacrée force et une certaine organisation pour faire tout ça en si peu de temps. Rien n'indique apparemment qu'il y aurait eu plusieurs auteurs, donc ce qui dénote un petit peu avec la version du dernier témoin qu'il aurait vu en vie, comme quoi 2 hommes inconnus se seraient assis de part et d'autre de Tristan. Rapidement, plusieurs questions se posent, encore plus avec la reprise médiatique. Pourquoi une telle sauvagerie? Est-ce que c'était un règlement de compte? Déjà, quel genre d'adulte pourrait en vouloir à un adolescent de 14 ans? Est-ce que pourquoi avoir prélevé les testicules, la peau des fesses, la peau de la cuisse? Est-ce que c'était pour une sorte de rite satanique, un acte barbare, un acte cannibale même presque? En tout cas, la police très vite a écarté la piste de la drogue en disant que ce n'était absolument pas lié aux guerres de gang ou autres. Plusieurs témoins auraient quand même vu un homme sortir du tunnel peu de temps après l'heure supposée de la mort, donc ça a été assez rapide pour faire un portrait robot avec vraiment la particularité comme quoi l'homme aurait soit une cicatrice, soit une fente labiale au niveau du nez, et selon un peu le profil qui a été sorti par la police, voici ce qu'on sait. Que c'est un homme entre 25 et 35 ans, qu'il a certainement un comportement antisocial, du moins qu'il n'a pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de famille, qu'il a très probablement des tendances pédophiles ou du moins un mépris plus que certains pour les enfants, et également on suppose que Tristan connaissait son assassin. Cette supposition, elle est plutôt facile à deviner. Le fait que entre le banc et le tunnel, il y avait 500 mètres à peu près, personne de plein jour dans un parc public comme ça va traîner un gamin de 14 ans derrière lui jusque dans le tunnel pour le battre à mort et pour le tuer. Donc
on suppose que Tristan a suivi volontairement l'homme, son assassin, jusqu'au tunnel, que là, du coup, il a assommé, violenté de façon à ce qu'il perde connaissance. Et cette perte de connaissance a du coup permis de pas forcément se faire repérer, puisqu'on se doute bien que des cris en plein milieu, encore une fois, d'un parc en plein jour, ça aurait peut-être attiré certaines personnes. Le 7 avril 1998, le jour des funérailles de Tristan, un homme appelle la police pour dire que c'est le vrai tueur, qu'il les attend à la gare, qu'il a de longs cheveux noirs et non blonds, comme l'affirmaient les témoins. Et on pense, c'est une technique assez courante, récurrente chez les tueurs, de confondre un petit peu la police par rapport à ce qu'ont pu dire les témoins, pour justement, jouer un peu avec les nerfs encore une fois. Bien entendu, quand la police est arrivée sur place, il n'y avait personne, et du coup, beaucoup pensent que c'était simplement une farce de très très mauvais goût, on le convient, mais quand même une farce. L'enquête, elle a fait un bruit monstre. Encore une fois, on le comprend, le crime est absolument sordide, ça a été fait envers un enfant à qui personne ne voudrait faire de mal. Tristan, c'était un petit garçon timide, il voulait faire que le bien, il adorait les animaux. Le fait également, encore une fois, que ça a été fait en plein jour, à la vue presque de tous, ça fait que les chiffres autour de cette enquête sont assez impressionnants. Plus de 10 000 hommes partout en Allemagne ont donné leur empreinte digitale. La quasi-totalité l'ont fait volontairement pour faire avancer les recherches, pour savoir s'il y avait des matchs ou pas. Plus de 24 000 déclarations de témoins également ont été reçues, et le portrait robot a vraiment tourné partout, dans toutes les prisons, dans plus de 80 prisons en Allemagne, pour vraiment savoir si, oui ou non, l'auteur était l'un des détenus ou pas. En mars 1999, soit un an après la mort de Tristan, on a également découvert son sac à dos dans une forêt à 24 km des lieux du crime. Alors déjà, premièrement, on sait très bien que c'est pas Tristan qui l'a balancé là-bas. Dans ce sac à dos, on a trouvé une carte en tchèque de l'Allemagne. Là encore, on savait très bien que ce n'était pas à Tristan, puisqu'il ne parlait pas le tchèque. Et puis même, pourquoi est-ce qu'il aurait une carte de l'Allemagne alors qu'il vivait en Allemagne juste pour aller à l'école? C'est un petit peu bizarre. On a étendu les recherches jusqu'en République tchèque et en Slovaquie, mais là encore, malheureusement, en vain. Autre fait intéressant, en octobre 1999, un inconnu est rentré dans le cimetière dans lequel était enterré Tristan, a creusé sa tombe pour découvrir le cercueil qu'il n'a pas ouvert. Alors certains pensent que c'était tout simplement un dégénéré qui a été pris de court, qui a été interrompu par quelqu'un. D'autres pensent que c'est réellement le tueur qui est revenu sur les lieux du cimetière, le cercueil, la tombe. Je vais trouver le mot. La tombe de Tristan pour venir récupérer d'autres parties du corps peut-être. J'ai également appris quelque chose dans ces recherches, c'est-à-dire qu'en Allemagne, dans les cimetières publics, c'est l'État qui va entretenir les tombes jusqu'à 20 ans après le décès. Si au bout de 20 ans, la famille ne reprend pas, donc ne paye pas, ne loue pas en fait, c'est vraiment un système de location, si elle ne loue pas cette tombe-là, dans ces cas-là, la pierre tombale va être retirée et la tombe va être utilisée pour une autre personne. Le père de Tristan est mort en 2015. Vraiment de chagrin, on s'en doute bien, et personne, aucun membre de sa famille ne pouvait se permettre vraiment de reprendre cette tombe-là, et du coup il y a eu un grand élan de la part du public pour justement entretenir et continuer de garder cette tombe là où elle était. En 2017, la police s'est intéressée un petit peu sur le suspect qui est Manfred Siel. C'est un tueur en série qui a tué au moins 5 personnes. On pense qu'il en a tué 9 au total, généralement des travailleuses du sexe ou des drogués. Et en fait, on pense que il y a peut-être un lien puisqu'il habitait dans le même quartier que Tristan et que surtout il était connu pour être nécrophile. Son historique internet le prouve bien, mais en plus de cela il avait gardé de côté chez lui pas mal de parties du corps humain, notamment les parties génitales de ses victimes, mais il a été assez rapidement évacué comme suspect. Enfin on l'a rayé de la liste tout simplement.
Une autre théorie, c'est celle selon laquelle il y aurait un lien avec l'affaire de Madeleine McCann, une petite fille de 4 ans qui a disparu en 2007 au Portugal. Et certains pensent que le suspect numéro 1 dans l'affaire de Maddie, Christian Brucker, serait en réalité le tueur de Tristan, puisque voilà. Les liens sont là, ce sont 2 enfants, Christian Brucker habitait en Allemagne à ce moment-là, au moment des faits. Également, il ressemble un petit peu au croquis, mais là encore, il a été très rapidement rayé de la liste des suspects. Aujourd'hui, il y a encore une récompense de 20 000 € proposée par le parquet de Francfort pour quiconque aurait des informations qui permettraient de mettre la main sur la personne, sur l'auteur, sur le criminel qui a fait ça à Tristan. Cette somme tient toujours puisque aucune information encore aujourd'hui n'a vraiment permis à une arrestation concluante du mois. Et concernant la pop culture, alors pas de film, pas de série, pas de livre ou autre, mais j'étais vachement étonnée par le nombre de sites commémoratifs qu'on peut retrouver sur internet. Vraiment là encore fait par des particuliers qui n'ont pas nécessairement de lien avec Tristan, qui sont pas des membres de sa famille ou des amis, mais simplement qui ont été comme beaucoup en Allemagne à ce moment-là, en 1998, qui ont été profondément choqués par ce qui s'est passé, horrifiés en tout point par cette mort sanglante qu'a subie Tristan. Du coup, voilà, c'est vrai que cette histoire, elle m'a vachement perturbée parce que forcément, on peut tous relate à Tristan, un garçon sans histoire, voilà, il rentre des cours, il s'installe juste sur un parc et là, boum, 10 minutes après, il se fait sauvagement assassiner. C'est vrai que c'est assez dingue comme histoire. Moi, il y a plein de trucs qui me perturbent. En effet, peut-être qu'il a été battu à mort avant d'être assassiné, mais je me dis peut-être, tant la douleur est forte, peut-être que tu peux sortir dans un sursaut, on va dire, de douleur de ton inconscience, que tu peux crier. D'un autre côté, je me dis que s'il a été étranglé, bah forcément, il n'y avait pas de cri qui pouvait sortir. S'il a été égorgé, la mort était rapide, nette. Donc c'est assez bizarre tout ça. Ça s'est vraiment passé, même si c'était dans un tunnel. C'était un tunnel qui était souvent pratiqué par des joggers. Donc c'est assez... Voilà, je ne sais pas quoi en penser, je vous avoue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça ferait toujours super plaisir. Et en tout cas, voilà, je vous laisse avec cette théorie absolument fumeuse où au final on n'a pas trop de pistes sur la résolution de cette affaire absolument horrible. Mais voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne fin de soirée. Et puis on se retrouve très vite. Ciao!